Allons-y. Bonjour, bonjour Monsieur Doudou Dienne. Vous êtes, Bonjour. merci, vous êtes juriste. Vous avez été l'initiateur et le responsable des différents projets des routes interculturelles de l'UNESCO, comme les routes de la soie et la route de l'esclave, ou encore les routes de la foi et les routes Al-Andalus. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est venue cette idée de ce programme, la route de l'esclave? Alors, la route de l'esclave est venue du concept de route que nous avions lancé en 1987, en commençant par les routes de la soie. Comme l'UNESCO a la compétence de promouvoir le dialogue interculturel et interreligieux, avec quelques amis, nous avions estimé que la notion de route permettait d'aborder la question des dialogues interculturels en profondeur et dans le temps long, parce que la notion de route inclut tout le sens du déplacement de population, de la rencontre dans tous les domaines et une dynamique donc d'interfécondation. Et donc, nous avons consulté les experts, les chercheurs, les États pour savoir ce qu'ils pensaient de cette notion, concept de route. Et ça leur a plu et on leur a donné comme exemple en leur disant, écoutez, nous allons commencer par la route de la soie, parce que ce concept a été élaboré par un géographe allemand, von Richthofen, qui était allé en Asie ou quelque part, et qui avait découvert qu'effectivement, il y a dans l'histoire longue de l'Eurasie un parcours par lequel donc la Chine, la soie était sortie de la Chine et allait vers les terres vers l'ouest. Et donc, et que cette route-là, qui a été vraiment le grand axe de communication entre l'Orient et l'Occident, entre la Chine et les pays de l'Ouest. Et donc, après ces consultations, nous avons élaboré un document que j'ai soumis au directeur général de l'UNESCO en disant voilà un concept qui est fécond, qui est basé sur trois principes. Un, nous allons demander au gouvernement, tous les gouvernements, d'être impliqués géographiquement, d'être d'accord sur ce concept-là, ce qu'elle signifie, d'y participer. Deuxièmement, nous allons avoir une démarche scientifique et objective, parce que nous touchons à des questions lourdes qui touchent aux identités, aux cultures, aux religions. Et donc, nous allons créer un comité international scientifique multidisciplinaire et nous allons demander à chaque pays de créer un comité national. Et que ce sont les comités nationaux qui vont soumettre au comité international leur problématique sur la route de la soie, c'est-à-dire cette grande rencontre Orient-Occident dans les profondeurs du temps. Et donc, et troisième démarche, principe intéressant, nous voulions le faire sur le terrain et organiser des expéditions internationales donc pour lire les interactions de la pierre, des objets physiques, à la cuisine, aux arts, à la culture, à la religion, à tout. Et voir comment tout ça a contribué au dialogue et aux interfécondations. Alors ça marche très fort. J'ai avec mes collègues organisé 4 expéditions internationales. On a produit, on a amené aussi des médias avec nous pour filmer tout cela. On a produit des centres de recherche, des films, des documents, des séminaires. Et sur cette base-là maintenant, que j'ai été approché pour me dire, écoutez, Doudou Diène, il y a Haïti et les États africains qui voudraient lancer la route de l'esclave. Parce que l'esclave est la grande histoire, le grand tragédie historique qui les concerne et qui les lie, et qui est resté sous le grand silence des livres d'histoire et même des médias. Et nous voulons utiliser les mêmes principes et démarches que vous avez utilisés pour la soie, pour la question de l'esclavage. Et c'est donc voilà comment le concept a été proposé, et je l'ai soumis au directeur général de l'UNESCO, qui m'a dit oui, sur la base des résultats que vous avez acquis avec la route de la soie, on vous laisse aller de l'avant. Et c'est là donc que nous avons organisé la réunion de Ouida en 1994, la conférence de lancement, qui comprenait à la fois des États, tous les États que nous avons pu inviter, à la fois en Afrique et dans la diaspora et en Europe, mais surtout des historiens, des chercheurs multidisciplinaires pour configurer, poser les principes et structurer la route de l'esclave. Très bien. Et quels ont été les États les plus actifs, les plus moteurs pour ce projet, ce programme, les routes de l'esclave? Haïti, donc, Alors, par les exemple? plus moteurs et les plus actifs ont été Haïti, a été dès le départ à cause de son histoire, parce que c'est Haïti, c'est en Haïti qu'il y a eu la première grande révolution
de Saint-Domingue, l'insurrection de Saint-Domingue dans la nuit du 21 au 23 août, 22 août 1791, qui a ébranlé tout le système esclavagiste. Et donc, Haïti est très profondément marqué par ce fait révolutionnaire. Et donc, c'est Haïti qui a été un pays moteur, et le Bénin et le Sénégal ont été vraiment les trois pays qui ont été, à mon avis, au départ, qui nous ont accompagnés très fort. Évidemment, tout le groupe africain a suivi. Ensuite, il a fallu convaincre les pays occidentaux européens, d'où l'esclavage a émané, qui ont une responsabilité historique. C'était complexe, mais comme leurs historiens avaient déjà commencé à travailler en profondeur sur l'esclavage, nous nous sommes appuyés aussi sur les chercheurs, notamment sur les historiens de Nantes, de La Rochelle et d'ailleurs, qu'on a inclus dans le comité scientifique. Et donc, grâce à eux, leurs pays ont participé. Donc, la France, l'Angleterre, la Hollande, le Danemark, etc. Ah L'un oui. des régions les plus complexes à mobiliser, c'est l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Les pays des Caraïbes ont participé immédiatement, ont dit nous soutenons, nous sommes partie prenante, c'est notre histoire. Et quelques pays d'Amérique du Sud ont pu aussi bouger, dont la Colombie, etc. Mais le pays où il y a eu immédiatement une résistance, c'était le Brésil, et qui est pourtant le pays qui a reçu 40% des esclaves, il faut le savoir, qui sont sortis d'Afrique, sont arrivés au Brésil, et les 20% aux États-Unis, 10% aux États-Unis, 10% dans les Caraïbes. Et au Brésil, donc, vous vous rappelez, c'était dans la période où la dictature militaire était en train de se passer, et il y a eu une résistance. Il a fallu que la ministre de la Culture de l'Angola, Ana Maria de Oliveira, dans un voyage officiel au Brésil, rencontre le président brésilien, lui a dit, mais monsieur le président, l'UNESCO a lancé un programme qui concerne votre histoire, votre identité, la route de l'esclave, et l'UNESCO vous a demandé d'être participant, de soumettre quelqu'un pour être le nom de quelqu'un comme membre du comité scientifique et d'ouvrir le Brésil comme participante. Et c'est là que le Brésil a rejoint. Donc, voilà. Mais après, sous le Brésil, sous Lula, il a plus participé, j'imagine. Le Brésil a participé, ils ont proposé un diplomate chercheur qu'on a nommé comme membre du comité scientifique. Et le Brésil a accepté les principes de base du projet La Route de la Soie, c'est-à-dire non seulement les pays, c'est eux qui vont chacun prendre connaissance, approfondir la question de l'esclavage chez eux, leur histoire, c'était eux, et de le documenter et de le soumettre au comité international. Et donc, et ensuite, de mettre en application le programme, effectivement. Et le Brésil a donc, à partir de ce moment-là, a participé. Je suis allé immédiatement au Brésil et j'ai fait quelques conférences dans différentes villes, à Rio, à Salvador, etc. Et le Brésil a été ensuite un acteur extrêmement actif. Dans la Caraïbe, le pays qui est le pays actif, très actif, à part Haïti, c'est la Barbade et Cuba. La Barbade et Cuba ont été très enthousiastes dès le départ et qui avaient déjà des travaux très avancés dans différentes institutions et fondations de recherche. Et donc, ils ont désigné des chercheurs de très grand niveau et ils ont participé de manière extrêmement active. Et les États-Unis, maintenant, nous avons contacté les États-Unis. Ils ont accepté de participer au projet, adopter la résolution et désigner donc deux membres du comité scientifique. D'accord. Et donc ce projet, il a resserré, j'imagine, les liens transatlantiques entre les deux côtés de l'Atlantique, sur le plan à la fois intellectuel, avec des études de niveau universitaire, mais aussi l'aspect grand public ou même pédagogique aussi. Il y a eu plusieurs déclinaisons comme ça, l'aspect universitaire, l'aspect pédagogique. Est-ce que c'était aussi en lien avec l'histoire générale de l'Afrique ou l'histoire générale de l'Amérique latine, d'autres projets de l'UNESCO? Alors, le programme des histoires générales était dans mon département. Et donc, l'UNESCO avait lancé ça dès l'arrivée des pays africains comme indépendants dans les années 60. L'un des premiers grands projets, l'une des premières grandes questions que les pays africains ont posées, c'est de dire, écoutez, nous sommes maintenant membres de cette institution internationale. Nous avons une grande question, c'est l'écriture de l'histoire. Telle qu'elle a été écrite, elle ne correspond pas à notre propre perception de l'histoire. Et nous voulons que l'UNESCO lance maintenant un programme international, objectif et scientifique,
sur l'histoire de l'Afrique. Et c'est là qu'on l'a lancé. Donc, c'était un peu parallèle. Alors, pour répondre à votre question de manière précise, les grands enjeux de la route de l'esclave étaient les suivants. Le premier, c'était le silence historique sur ce qui est considéré par un des grands historiens français, Jean-Michel Deveau, comme la plus grande tragédie de l'histoire humaine par sa durée et son ampleur. Les livres d'histoire, évidemment, des pays d'où l'esclavage a émané étaient presque silencieux. Les pays africains eux-mêmes n'avaient pas la possibilité, les documents pour faire les recherches, etc. Et donc, nous briser le silence, c'était le premier objectif. Mais le faire d'une manière non émotionnelle, scientifique, objective et rigoureuse. Il fallait documenter un fait historique qui a été ce que j'ai moi désigné comme la première forme de globalisation de l'histoire, parce qu'elle a lié plusieurs continents. Elle avait pour objectif l'économie, la recherche de marchandises, de biens, d'exploitation de terres, etc. Et donc, briser le silence, c'était le premier objectif. Le deuxième, mettre en lumière le déroulement de l'esclavage, les faits majeurs, analyser ses causes profondes, d'où ça vient et pourquoi, et ses conséquences. Parce que nous avions évidemment très clairement à l'esprit que cette grande tragédie qui a duré plusieurs siècles s'est passée encore donc du 15e presque siècle à la fin du 19e, mais que par sa profondeur et son ampleur, elle a structuré non seulement l'hémisphère occidental, les Amériques et les Antilles, mais également les pays d'où l'esclavage a émané et tous les pays du monde. Et donc, c'était extrêmement important de le mettre à jour comme un fait mondial, un fait majeur mondial. Et donc, ça, c'est le troisième objectif, faire en sorte que ça dépasse seulement les Noirs ou les pays africains. Et enfin, dernier point, qui a été une des dimensions majeures de la route de l'esclave, c'était à la fois de mobiliser les pays, les chercheurs, pour documenter l'esclavage, ses causes profondes, son déroulement, etc., mais également son idéologie et son système de valeurs. Quels systèmes de valeurs ont été à la base de cette immense entreprise qui a coûté des millions de vies humaines au continent africain? C'est là que donc, nous avons dès le départ estimé qu'il fallait à la fois étudier la dimension matérielle et objective de l'esclavage, mais également son fondement éthique et idéologique. Et c'est là que la question du racisme est apparue comme étant la légitimation idéologique de l'esclavage. Parce que au cœur de l'esclavage transatlantique, comme moi je l'ai mis dans le premier bulletin d'information que vous avez dû lire, que l'esclavage est un phénomène universel qui a traversé l'histoire de l'humanité. Tous les peuples, tous les pays, toutes les races l'ont connu. On capturait les vaincus, on les mettait en esclavage ou en servage, etc. Mais ce qui distingue la route de l'esclavage transatlantique, c'est trois spécificités. La première, c'est sa durée. Les autres esclavages étaient ponctuels, ça durait 10 années, comme ça, selon les conflits et les guerres. Mais l'esclavage transatlantique a duré de la fin donc du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Ça a duré. La deuxième singularité, c'était qu'il était organisé par les États et les gouvernements. Alors que les autres l'esclavage était le fait de rapines, de guerres, de tas d'aventuriers qui cherchaient des richesses. Mais là, c'était les gouvernements qui donnaient les licences aux navires donc pour aller exploiter les nouvelles terres des Amériques et des Antilles, etc. Et qui donnaient les licences aux gens qui avaient des moyens, qui affrétaient les navires. Donc, c'était une affaire d'État. Et la troisième, c'était sa base légale. C'était une activité légale. Et le document qui structure cette légalité, c'est les codes noirs. Le code noir de Colbert, en 1695, et les autres codes noirs. Le code noir est le document juridique, c'était juridique, qui organisait la traite transatlantique et l'esclavage pour que cette entreprise soit la plus rentable possible. Et c'est dans la quatrième maintenant et dernière singularité, c'était la dimension raciale. Les autres esclavages touchaient tout le monde. Et d'ailleurs, vous savez très bien que le mot esclave vient du fait que pendant longtemps, l'Europe s'est fournie en esclaves dans ce qu'on appelle la Slavonie, dans les pays slaves. C'est de là le mot Slavonie, slave, esclave. Le mot vient de là, donc ça touchait toutes les races. Mais la singularité, donc la dernière, quatrième singularité de l'esclavage transatlantique, c'est cette dimension raciale
Parce que dès qu'elle a commencé, elle a commencé comme entreprise économique d'exploitation de nouvelles terres, les fortunés affrétaient des navires qui avaient la licence des États, cabotaient le long des côtes d'Afrique, allaient pour exploiter les nouvelles terres des Amériques et des Antilles. Au départ, vous le savez, ils amenaient des pauvres blancs, des prisonniers, des paysans, des gens qui cherchaient à vivre. Et ils les amenaient. Ce n'était pas racial. Mais très vite, ils se sont rendus compte de deux données importantes. Et c'est ça qui est très original à souligner. La première, c'est que l'entreprise au départ était économique. C'était des gens qui investissaient leur fortune. Et cette fortune, donc, devait être rentable. Et l'un des critères de la rentabilité, c'est la distance. Ils se sont rendus compte qu'en face des terres nouvelles qu'ils voulaient exploiter, les Amériques et les Antilles, l'hémisphère occidental, il y avait le continent africain. Et que donc le parcours entre le continent africain et ces nouvelles terres était un critère économique extrêmement important. Et le deuxième point, ils se sont rendus compte que sur le continent africain, il y avait déjà une pratique de servage et d'esclavage traditionnel. Et donc, ils se sont dit, voilà, ça se pratique, nous allons l'industrialiser, l'utiliser à une grande échelle. C'est là que donc, ils se sont donc associés avec les féodalités africaines qui pratiquaient l'esclavage traditionnel. Et lentement, le système s'est mis en place et a atteint une dimension industrielle. Donc, ces quatre facteurs-là, ces quatre singularités, et le dernier, donc le racisme, est très important parce qu'après quelques années de cette pratique, il y a eu des consciences en Europe qui ont commencé à dire, mais nous sommes en train de vendre les êtres humains et de les esclavagiser. C'est là que littéralement on a construit le racisme anti-noir. C'est là qu'en commençant d'abord par les naturalistes et puis ensuite les philosophes et autres, ont littéralement élaboré un savoir pour dire que ce qu'on était en train d'amener comme esclaves dans les Amériques et les Antilles était inférieur sur le plan culturel, scientifique et sur tous les domaines. Et c'est donc là que les scientifiques, les naturalistes, ont commencé à élaborer leur théorie là-dessus, que, vous savez, beaucoup de gens l'ignorent, que donc, il y a un fait historique qu'il est important de préciser. Tout cela s'est passé au moment où l'Occident, qui sortait d'elle-même, d'elle-même donc vers d'autres continents, a été le grand débat scientifique à l'époque. C'était le débat sur la diversité des races et des espèces. C'était la grande question qui était scientifique. Et cette problématique de la diversité des races et des espèces a coïncidé avec la sortie de l'Occident d'exploitation de nouvelles terres. Et c'est de là qu'a émané à la fois la nécessité de hiérarchiser cette diversité. Et c'est là que la diversité de races a été commencée à être élaborée de manière intellectuelle et scientifique très profonde. Et également, donc, tout cela s'est retrouvé dans le Code noir. Et le Code noir définit l'esclave comme bien meuble, non pas comme être humain. Et donc, c'est mis en place à la fois le système économique des navires, de l'exploitation, mais également la légitimation de cette mise en esclavage d'êtres humains. Et le dernier point qu'il faut souligner que beaucoup de gens ignorent, c'est que dès cette époque, les plus grandes puissances de l'époque, à la fois les États, les empires et les royautés, qui donnaient les licences, mais la puissance aussi derrière qui a été souvent oubliée et qui a légitimé tout cela, c'est l'Église. Parce que ça coïncidait avec le grand projet évangélique mondial de l'Église catholique. Et l'Église, au départ, donc, ne s'était pas opposée à l'esclavage. Ce que les papes ont demandé au départ, et c'est pour ça qu'on avait inclus dans le comité scientifique quelqu'un du Vatican, un historien du Vatican, et c'est l'Église a demandé aux esclavagistes et tous ces aventuriers qui partaient vers les nouvelles terres d'évangéliser, non pas de libérer des esclaves, mais de les évangéliser, d'en faire de bons chrétiens. Et l'Église demandait aux esclaves d'obéir au maître, que l'obéissance au maître était une vertu chrétienne et que donc ils iraient au paradis dans une autre vie. Donc, la légitimation par cette puissance morale que constitue l'Église a littéralement fait de ce système un système global littéralement fermé. Les gouvernements, les États, l'Église comme force morale et les groupes, les familles riches économiquement de l'Europe qui ont mis leur fortune sur cette nouvelle source de richesse. Et donc là, c'est un système clos et c'est là que la première globalisation a pris son ampleur.
Et c'est quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Mhm. Très intéressant. Et je crois que le programme UNESCO, La route de l'esclave, a aussi défini des lieux de mémoire, des itinéraires de mémoire, et cela a donné lieu au développement d'un tourisme culturel transatlantique avec des lieux comme au Bénin. Les principaux axes, et je reviens sur l'axe central, documenter l'esclavage transatlantique. Parce que cet esclavage transatlantique, qui a coûté des millions de vies, fait l'objet d'un grand silence historique. Donc, nous voulions briser le silence. Oui. Et donc, nous voulions documenter les faits. Alors, documenter les faits veut certainement dire d'abord aller aux sources, savoir comment les gouvernements l'ont organisé, mais également décrire la structure de l'esclavage, parce que c'est une route. C'est là que la notion de route prend tout son sens. Le parcours des navires qui venaient d'Europe, où les grandes fortunes investissaient et recevaient les licences, leur parcours vers les sources d'approvisionnement humain, l'Afrique, leur parcours sur l'Atlantique, le Middle Passage, et vers les Amériques. Et donc, la notion de route s'est traduite dans un des axes de la route de l'esclave, étudier les itinéraires, les parcours et les lieux de mémoire. Pour objectiver, parce que c'est là que ça s'est passé, c'est-à-dire décrire objectivement la scène de l'esclavage, les parcours, les lieux de capture, de transport, d'entrepôts sur le long des côtes, et dans les Amériques et les Antilles, les forts, les plantations, etc. Et donc, la notion de lieu de mémoire a été absolument un des points centraux dès le départ, et nous avons demandé aux différents comités nationaux d'identifier ces parcours et ces lieux de mémoire dans leur propre pays. Parce que c'est là que s'ancre la route de l'esclave. Et donc, et de documenter aussi ce qui en reste et les traces. Et nous avons lancé d'abord une grande étude sur les parcours et lieux de mémoire en Afrique, et un autre sur les parcours et lieux dans la Caraïbe et dans l'hémisphère nord. Donc, cette notion de parcours, de lieu, est absolument centrale pour donner ossature et chair à cette grande entreprise. Et c'est là donc que, comme résultat, nous avons estimé qu'il était nécessaire de promouvoir ces lieux et ces parcours. D'abord, pour les populations concernées, leur demander, réappropriez-vous ces lieux qui ont été effacés, dont l'identité historique et violente a été identifiée, qu'on a transformé souvent en lieux de tourisme, etc. Subvertissez le lutte, utilisez ces lieux pour à la fois récupérer, redonner ces lieux leur mémoire historique, et ensuite l'intégrer dans votre identité et dans vos rapports aux autres puissances avec lesquelles vous avez des rapports. Et c'est donc là que la notion de tourisme a émané. Mais tourisme, moi je l'ai proposé, ça a été adopté par le comité scientifique, parce que je l'avais utilisé pour la route de la soie, de tourisme interculturel. Il ne s'agissait pas de tourisme culturel où viendrait prendre des photos et partir, mais voir comment le tourisme, en tant qu'expression de parcours de gens qui quittent un lieu, qui vont dans d'autres lieux, peut être un moyen de conforter le dialogue interculturel, interreligieux. Mais le faire en redonnant aux lieux historiques leur identité qui ont été effacées. Parce que le tourisme moderne avait effacé la violence, le sang et toute l'histoire de ces lieux, les avait transformés en lieux de villégiature. Le sable, la plage, les arbres, la nature, la beauté, etc. Mais on avait effacé dans tout l'hémisphère occidental, Amérique et Caraïbes, l'historicité de ces lieux. Et les marchés d'esclaves étaient devenus de simples marchés, simplement, on ne disait pas que c'était là des marchés d'esclaves. Les endroits où on avait enterré les esclaves morts, les cimetières, étaient aussi recouverts de bâtiments. Les endroits où on gardait les esclaves et ceux où habitaient les maîtres étaient simplement transformés en hôtels, etc. Donc, le tourisme tel qu'il était pratiqué était un moyen d'effacer l'historicité de ces lieux et donc d'effacer la mémoire et l'identité des peuples concernés. Et nous avons alerté les pays concernés en disant, c'est un point fondamental. Mettre à jour la vérité historique, c'est redonner à ces lieux leur identité historique. Et c'est là que donc, nous avons promu cette dimension-là, mais cette dimension-là n'était pas promue comme simple activité, elle devait être sous-tendue par la recherche historique des historiens des pays concernés
pour redonner identité à ces lieux que les populations elles-mêmes ne savaient pas. Et donc, il y avait le lien entre la recherche historique, ce que ces lieux-là sont devenus et ce qu'elles sont devenues sur le plan international avec le tourisme international. Très bien, très intéressant. Dernière question, Doudou Diène. Alors, vous avez été aussi rapporteur spécial pour l'ONU sur le racisme, la discrimination et la xénophobie. Et vous participez au projet de l'ONU Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine de 2015 à 2024. Et vous êtes aussi membre du conseil d'administration de la Fondation nationale française pour la mémoire de l'esclavage. Alors tout cela est très actuel aujourd'hui avec le grand mouvement qui est parti des États-Unis de lutte contre le racisme. Comment on peut dire que toutes ces actions de l'ONU, de l'UNESCO, comme le programme La route de l'esclave de l'UNESCO, ont une actualité très forte aujourd'hui? Non seulement elles ont une actualité aujourd'hui, c'est-à-dire que tout ce qui est en train de se passer est le résultat de programmes et d'activités qui, depuis de très nombreuses années, à partir d'abord des victimes qui eux-mêmes se sont toujours défendues, ont toujours voulu récupérer leur mémoire et combattre le racisme, etc. Et ce que nous avons lancé à l'UNESCO pour les soutenir avec les travaux sur le racisme, qu'on a avancé très vite, l'écriture des histoires régionales de l'Afrique, d'Amérique du Sud, des Caraïbes, etc. Le lancement de grands programmes culturels, etc. Et ce qu'on a lancé également aussi, un programme que moi j'ai personnellement lancé, c'est la restitution des biens culturels. C'est moi qui l'ai lancé en 1974. J'étais délégué adjoint du Sénégal à l'UNESCO, c'était mon premier travail. Et je l'ai présenté à la conférence générale pour rendre au pays les objets et leurs biens culturels qu'on a récupérés. Donc c'est tout cela qui est parti simplement de l'idée fondamentale, de l'enjeu fondamental que les anciens pays colonisés voulaient récupérer leur mémoire, réécrire leur histoire et utiliser ces deux facteurs-là comme élément central dans leurs relations internationales nouvelles et réécrire l'histoire de l'humanité. Et ce travail qui a été fait à partir des pays, des victimes, sur le plan scientifique, en mobilisant les chercheurs, a lentement abouti, à mettre le racisme sur l'agenda international d'une manière documentée et faire organiser par l'ONU 3 conférences internationales. La dernière, c'était en septembre 2001 à Durban, conférence mondiale de l'UNESCO contre le racisme, et à commencer maintenant à réfléchir à la situation des descendants d'Africains comme un élément important et à la situation des descendants d'Africains dans le monde entier, à la fois sur l'hémisphère occidental en Europe, mais également en Orient, qui a été impliqué dans la question, et en Asie. Et donc, tout ce programme nous a amené lentement, à travers différentes réunions qui ont duré des années, des résistances ici ou là, à obtenir l'adoption donc par l'Assemblée générale des Nations Unies de la décennie mondiale des descendants d'Africains. L'idée fondamentale, c'était que là, il y a eu une tragédie extrêmement violente. Des peuples, des millions de gens ont été déplacés, populations exploitées comme biens meubles dans la violence, et nous voulons leur donner la parole. Et il se trouve que tous ces peuples sont marqués par le racisme, donc des situations d'infériorité et de discrimination. Et donc, nous voulons leur donner la parole pour qu'ils nous disent quelle est leur histoire et quelle est leur situation actuelle et ce que la communauté internationale doit faire. Et c'est là qu'on a abouti à l'adoption de cette décennie mondiale qui se termine donc dans 4 ans maintenant. Et l'ONU a demandé à tous les pays, toutes les communautés, tous les pays d'aider les communautés descendantes africaines à s'organiser elles-mêmes, d'abord les communautés, aidées par les pays, à décrire leur propre situation, évidemment, et leur histoire. Qu'est-ce qui les a amenés là où ils se trouvent sur le plan géographique? Donc, l'élément historique, le facteur historique. 2, leur situation économique et sociale. Et troisièmement, leur situation face aux discriminations éventuelles dans lesquelles ils se trouvent. Et enfin, quelles solutions elles proposeraient elles-mêmes pour régler tous ces problèmes. Et nous avons demandé au gouvernement d'aider les communautés descendantes africaines. Alors, ça a été lancé, les pays d'Amérique du Sud et des Caraïbes ont été extrêmement actifs. En Europe également, en Suisse, aux Pays-Bas, je les ai aidés à élaborer un programme d'action. Ils ont extrêmement bien fait. Dans les pays scandinaves, la France a été beaucoup plus lente. Heureusement, elle s'est rattrapée avec l'idée de la décision historique de François Hollande d'acter cette vieille revendication des descendants africains, de créer une fondation
sur la mémoire de l'esclavage et qui a fait l'objet de résistance de forces puissantes à l'intérieur des appareils d'État, l'appareil d'État français. Et c'est Hollande qui a dit avant son départ, juste la veille de son départ, je vais acter cette revendication et créer la Fondation nationale pour la mémoire de l'esclavage. Et c'est là qu'il a décidé de nommer donc Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, pour le diriger le conseil d'administration du GIP, c'est-à-dire le groupe qui prépare la fondation. Moi, je n'étais pas là, j'étais à Bakou pour une autre réunion sur les routes de la soie. Et on m'a appris que Hollande a cité mon nom dans les membres du conseil d'administration dans son discours du 10 mai au Jardin du Luxembourg. Et donc, c'est là qu'on a commencé autour de Ayrault. Pendant, ça nous a pris 1 an et poussière. À élaborer la base, les charges, ça a été extrêmement difficile parce qu'on a fait remonter tous les faits, mais également la souffrance et les confrontations. Et la fondation est maintenant actée. Le Conseil d'État l'a approuvé, il a été créé. Et nous avons demandé, ce que la fondation, sur le plan symbolique, soit située dans des lieux symboliques, emblématiques de la République française. Et nous avons demandé qu'il soit à la place de la Concorde, à la Maison de la Marine, c'est-à-dire là au cœur de la République, en face de l'Assemblée nationale. Nous ne voulions pas que la fondation soit située derrière un cimetière du 18e arrondissement ou dans un quartier populaire masqué. On l'a obtenu, mais il fallait combattre pour l'avoir. Nous avons demandé à ce qu'un mémorial soit créé au jardin du Louvre. Donc, un mémorial pour que les gens qui passent dans le jardin du Louvre, qui vont aller au musée du Louvre, en passant, soient informés de ce qui se passe. Et nous avons donc aussi demandé, et c'est là aussi ça a été en fait l'une des intuitions fécondes qui a donné faisabilité à la fondation. Hollande a immédiatement, et nous l'avons structuré, demandé aux principaux ministères de l'État français de faire partie du conseil d'administration. Le ministère des Finances, de la Culture et surtout le Louvre, mais surtout la Caisse des dépôts et consignations et la Banque de France. Parce qu'il fallait donner à cette nouvelle fondation les possibilités d'avoir les moyens d'exister. Évidemment, à l'intérieur de l'appareil d'État, il y a eu certainement des résistances, mais l'État l'a imposé. Et donc, il y a eu cette base-là qui a été faite et on a travaillé. Et donc, maintenant, la fondation a été créée. Les bureaux sont en train d'être préparés. Mais le plus important, et je termine là-dessus, c'est que le mandat central de cette fondation, c'était le caractère national. La fondation s'appelle Fondation nationale pour la mémoire de l'esclavage. Cela veut dire précisément que la fondation n'a pas pour objectif de traiter de cette question historique seulement pour les Africains, les Noirs ou les Antillais, etc. Mais que ça concernait toute la nation française parce que c'était une partie centrale de sa mémoire nationale. Et donc, le défi de la fondation, c'est de rendre la problématique de l'esclavage nationale, ce qu'elle n'est pas pour le moment. Parce qu'on le sait, quand il y a des commémorations, il n'y a que des Noirs, il n'y a pas beaucoup d'autres groupes ethniques, etc. Les livres d'histoire, les universités n'encouragent pas beaucoup la recherche. Et donc, le caractère national est absolument central. Ce sera l'un des défis de la Fondation. Le deuxième maintenant défi, c'était de donner la parole aux chercheurs. Mais chercheurs pour qu'ils documentent historiquement, chercheurs multidisciplinaires, pas seulement les historiens, mais les sociologues, les anthropologues et les autres, pour qu'ils documentent la question de l'esclavage du passé au présent. Mais troisième point important, donner la parole aux victimes. Parce que ce n'est pas seulement une question savante, mais il fallait que les victimes parlent de leur mémoire. Et ils ont une mémoire. Ils n'ont pas une mémoire écrite comme les historiens, mais nous savons que la résistance à l'esclavage a été en profondeur, et à mon avis, c'est celle qui les a libérés en profondeur, la résistance culturelle. Les esclaves, pendant ces 4 siècles de non-droit, ont littéralement utilisé leur culture, leur mythe, leur rite, tout ce qu'ils avaient comme croyance profonde pour survivre et préserver leur humanité dans un système qui les avait déshumanisés et considérés comme extraits de l'humanité. Et donc, l'utilisation de tout ce qui les entoure, de l'art, de la culture, de la religion, a été extrêmement important comme facteur de résistance culturelle pour préserver tous les jours que Dieu faisait pendant ces 4 siècles leur humanité. Je vous donne juste 3 ou 4 exemples. L'un des premiers exemples, c'est et je rappelle que c'est dans un système raciste où l'esclave était considéré comme bien meuble non humain, exploitable, légitimé par les codes noirs. Et donc l'esclave ne pouvait pas dire non à aucune demande de l'esclavagiste.
Et donc, ce que l'esclave a fait, c'est de mettre en forme, à mon avis, une des formes de résistance les plus subtiles, les plus profondes de l'histoire de l'humanité, parce qu'elle était à la fois basée sur l'obéissance à ce que demandait le maître et la manière de subvertir cette obéissance pour garder malgré tout son humanité. Je vous donne 2 ou 3 exemples. Quand le maître demandait à l'esclave, parce que c'était un des fondements idéologiques de son obéissance, de sa servitude, etc., de devenir chrétien, ce que leur demandait l'Église de l'époque, d'accepter d'être chrétien. C'était la dimension évangélique. L'esclave ne pouvait pas dire non. Qu'est-ce que les esclaves ont fait avec une intelligence extraordinaire? C'est de dire oui, maître. Ils ne pouvaient pas dire non. S'ils disaient non, ils étaient démembrés ou tués. C'est d'intégrer le Christ et la Vierge Marie dans leur panthéon spirituel. Ils l'ont fait parce que les esclaves, je vous rappelle, viennent d'Afrique, continent où tout est spirituel, où la spiritualité s'inscrit dans tout, dans l'air, le temps, les rites, tout est dedans. Et donc, naturellement, l'esclave a accepté d'intégrer la Vierge Marie et le Christ. Et ils ont créé des systèmes de croyances, comme le candomblé au Brésil, ou la santeria à Cuba et autres, ou dans l'hôtel de la santeria de la candomblé, vous voyez d'abord les orishas africains, mais également la Vierge Marie et le Christ sont dedans, etc. Donc, c'est d'une prodigieuse inventivité et d'une grande subtilité. Accepter ce qu'on vous impose et le subvertir et le mettre aveuglé par le racisme, parce que le racisme aveugle. Le maître ne voyait pas l'esclave en tant qu'être humain, ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait mettre en œuvre ou élaborer cette forme d'humanisation et de résistance. Le maître ne voyait pas ça. Et donc, ils ont créé ce système. Et c'est ce qui fait que, par exemple, les grandes résistances comme celle dont on a parlé tout à l'heure, la grande révolte de Saint-Domingue, en août 1791, mais elle s'est déroulée sous l'œil du maître, qui, aveuglé par son racisme, quand les esclaves revenaient des champs de coton ou des mines, le soir totalement brisés, et disait au maître, laissez-nous jouer du tam-tam et du tambour dans la bois à côté là-bas, ça va nous aider, maître, vraiment un peu. Et le maître disait, oui, allez jouer à vos musiques barbares, et comme cela, demain vous serez mieux en forme pour travailler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça leur permettait de se retrouver dans la forêt, et 2, d'utiliser la musique et l'art comme en Afrique, où le son du tambour est porteur de messages, c'est un moyen de communication, pour organiser leur révolte, se retrouver entre eux, se conforter, être solidaires, organiser les signes et les symboles de leur révolte, et lentement l'organiser pendant des mois et des mois, qui ont fait que quand la révolte a éclaté dans la nuit du 21-22 août 1791, c'était sur toute l'île d'Hispaniola. Il n'y avait pas de portable à l'époque, etc. Mais ils ont utilisé le son du tambour pour s'organiser, se structurer, et les rites et les rituels du vaudou, leurs croyances traditionnelles, pour garder la solidarité, le silence et s'armer. Et donc, ça c'est un exemple pour montrer la résistance culturelle. Je vous donne un autre exemple, il y en a beaucoup d'autres. Quand l'esclave, le maître lui disait, il est interdit que tu utilises des armes, évidemment, ni des armes symboliques physiques. L'esclave a dit non, oui. Au Brésil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé la capoeira. La capoeira, c'est une forme de danse où l'esclave fait de grands gestes avec les mains et les jambes. Le maître n'a vu que la danse parce qu'il était aveuglé par son racisme. Les là, ils savent danser parce que c'était une des bases du racisme. Le nègre s'agite, il est danseur, il ne sait faire que ça. Mais la capoeira est aussi un art martial, ce que le maître n'a pas vu. Et donc, ça c'est un autre exemple. Et enfin, un exemple même sur le plan culinaire. Quand les maîtres dans les grandes fermes, le dimanche, demandaient aux esclaves de tuer le cochon et leur disaient préparez-nous les plats, amenez-le dans la maison du maître, on va dîner, et vous gardez les os. Qu'est-ce que les esclaves ont fait? Ils ont utilisé les os que le maître leur laissait. Et ils ont inventé la feijoada, qui est le principal plat du Brésil. Et qu'est-ce que c'est que la feijoada? C'est des os d'animaux, des herbes, des fruits de mer. C'est-à-dire que c'est le même principe qui parcourt toutes ces formes de résistance, mettre ensemble ce qui était opposé pour survivre et créer de nouvelles formes d'expression, etc. Et cette dimension-là, beaucoup de chercheurs l'ont ignorée ou n'ont pas eu le temps de l'approfondir. Moi, je milite pour ça. C'est ce que j'appelle la culture maroune, du nom du maroun. Le marronnage, c'était le nom qu'on donnait aux esclaves qui échappaient. Et c'est cette culture maroune qui, à mon avis, a pu, dans les 4 siècles de totale violence et de non-droit, permettre aux esclavagisés
de garder leur humanité et littéralement de reconquérir, de donner force et vitalité à cette humanité et à la fin de se libérer par les armes. Et cette structure de base-là, il va falloir que, donc, dans la fondation et dans d'autres lieux qui existent de mémoire, ça signifie donner la parole aux victimes. Elles ont une mémoire, cette mémoire-là, parce qu'elles l'ont construite dans le vécu et dans la résistance. Et ajouter cela à ce que font les chercheurs. Et enfin, un des derniers critères, un des derniers challenges de la Fondation, c'est que c'est la racialisation de l'esclavage. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il fallait racialiser, le légitimer par le racisme pour légitimer le fait qu'on vende des êtres humains comme biens meubles. Donc, il fallait que ces êtres-là soient définis non pas comme humains, mais inférieurs. C'est la fondation du racisme. Et donc, la notion de couleur, on revient à ce débat actuel sur le privilège blanc, la notion de couleur a été centrale dans la légitimation et l'organisation de l'esclavage et a été la base du racisme, appuyée par des chercheurs scientifiques. Et je vous rappelle et je vous redonne cette information que beaucoup de gens ignorent. À l'époque coloniale qui a suivi l'esclavage, l'objet qui était le plus demandé par les savants et les naturalistes, de Geoffroy Saint-Hilaire, tous les gens dont les noms sont dans les rues de Paris autour du musée d'histoire naturelle, ce qu'ils demandaient le plus, c'est qu'on leur envoie des crânes de Noirs et d'Indiens aussi. Parce que c'est à travers cette discipline qu'ils ont inventé la crânologie, en mesurant les crânes, qu'ils voulaient démontrer l'infériorité des Indiens et des Noirs. Et donc, les scientifiques l'ont utilisé et les philosophes l'ont appuyé et l'ont théorisé. Et beaucoup de gens ignorent que quelqu'un comme Voltaire, dont l'image mondiale est l'image de l'homme, le penseur de la libération. Mais Voltaire, a investi sa fortune dans les comptoirs négriers de la côte atlantique, c'est connu, documenté, et deux, dans son travail qui a été révélé et confirmé par Marc Crépon dans les géographies de l'esprit, lisez-le aux presses universitaires de France, Voltaire a dit « La membrane muqueuse du noir est telle qu'il est l'esclave naturel des autres ». Membrane muqueuse, c'est ce qu'on donnait comme expression pour désigner la peau et ce qui est dessus. C'était les termes de l'époque, des naturalistes. Et donc, Voltaire a contribué et beaucoup de philosophes de lumière ont littéralement élaboré la légitimation intellectuelle, philosophique et sociologique du racisme. Et donc, tout cela aussi a fait partie de ce qu'on a voulu mettre à jour dans la route de l'esclave. Si vous voulez, je vous enverrai le livre qu'on a produit qui montre comment les Europes de lumière de Montesquieu et tous les autres ont contribué à cette déshumanisation. Et j'ai fait l'introduction de ce livre. On en a beaucoup d'exemles à l'UNESCO, on peut vous donner, on a plusieurs langues. Et donc, tout ce travail-là, nous pensons que la notion de noir, moi, c'était ma plaidoirie dans les travaux de préparation de la Fondation. C'était ma plaidoirie aussi quand nous avons créé, j'ai participé à la création du Musée des civilisations noires à Dakar, qui a été créé l'année dernière. J'ai dit qu'il y a un point central sur lequel il va falloir qu'on plonge en profondeur de manière critique et prospective, la notion de couleur. Et la notion de couleur qui a été à la base du racisme, etc. Et cette notion-là, qui a été imprimée dans la mentalité de ceux qui ont été les victimes, et qui est à la base du racisme, il faut éviter de l'essentialiser, l'accepter que la couleur signifie quelque chose, parce que la base du racisme, c'est que la couleur a une signification morale et éthique. Ceux qui sont noirs sont inférieurs, ils ne sont pas capables de création de valeurs humaines. Et donc, il ne faut pas l'essentialiser et le proclamer comme identité, c'est tomber dans le piège de la construction du racisme. Il faut l'historiciser. L'historiciser veut dire documenter comment la notion de noir est apparue, à quelle période historique et pour quelle finalité. Et la période historique, c'était l'esclavage, l'exploitation, la finalité, l'infériorité de l'esclave, elle l'amenait à accepter sa situation d'inférieur. Et donc, j'ai plaidé au sein du conseil d'administration, et c'est un des éléments de base du travail qui va commencer maintenant, revenir de manière critique sur cette notion de noir, parce qu'elle structure encore les relations entre les descendants d'Africains et les autres populations dans les sociétés multiculturelles dans lesquelles ils vivent ensemble. Historiciser
et ne pas essentialiser. Donc, désamorcer la notion de couleur et aboutir à ce qui est l'objectif fondamental, l'universalité et les valeurs universelles, etc. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Doudou Diène, et bravo pour tous vos travaux et vos actions très importantes sur la mémoire de l'esclavage et la lutte contre le racisme.